Micromarge. Bonjour à tous, Enzo Casnici, je suis conseiller énergie pour la Chambre d'agriculture du Rhône et puis avec ma collègue on va vous présenter un peu le photovoltaïque en agriculture sur toutes ses facettes, principalement sur deux gros sujets. Je te laisse te présenter. Marion Delobo, donc je suis conseillère en énergie à la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Quand on parle photovoltaïque en agriculture, il y a différentes solutions. Évidemment, celle dont on va parler plus particulièrement aujourd'hui, ça va être le photovoltaïque sur bâtiment et l'agrivoltaïsme, qui est un gros sujet ces derniers temps. Il y a d'autres modalités, les serres, le photovoltaïque sur plan d'eau. À un niveau industriel, c'est des choses qui sont développées sur plan d'eau, mais pour l'agriculture, sur des surfaces qui sont nettement plus petites, il n'y a pas de modèle économiquement intéressant aujourd'hui. Et les trackers solaires, qui est encore une autre solution, principalement pour l'autoconsommation, des genres de tournesol, quoi. Donc, on a tout un panel de solutions qui se prêtent. Pourquoi un agriculteur irait sur un projet photovoltaïque? Donc, sur les deux gros thèmes que je vous disais, donc sur le bâtiment, le photovoltaïque sur bâtiment, c'est bien sûr dégager un revenu. Ça peut être aussi un moyen de réduire ses charges avec l'autoconsommation. Ça peut être un moyen de financer un nouveau bâtiment au travers de différentes formules, dont je vous parlerai un peu plus loin. Et aussi, voilà, en agriculture et dans d'autres domaines, mais on a des problématiques sur l'état des toitures. Et le photovoltaïque peut être un moyen de remplacer ces toitures pour un coût un peu plus maîtrisé. Comme je vous disais, l'autre grand sujet un peu plus récent du photovoltaïque dans le monde agricole, c'est l'agrivoltaïsme, qui a pour objectif principal, et c'est une définition légale maintenant, c'est de protéger la culture, en tout cas d'avoir un appui à la culture grâce à l'infrastructure présente. Améliorer les conditions de travail, c'est un pendant de ce genre de projet. Évidemment, dégager un revenu complémentaire. Et dans le cas plus particulier des serres photovoltaïques, ça peut être aussi financer toute ou partie d'un bâtiment. Tous ces objectifs, voilà, c'est peut-être un peu plus anecdotique, mais quand même, il faut le rappeler. Toute cette production d'énergie, ça rentre dans les objectifs plan climat, TEPOS, etc. des collectivités. Et c'est important de voir que le monde agricole agit aussi de ce côté-là. Quand on parle photovoltaïque, on a de prime abord un peu l'impression que ça va être complexe, d'où l'esprit un peu nuage de mots, charpente, surface productive, c'est plein d'éléments. C'est effectivement, il y a une petite complexité au départ, mais c'est des projets sur très long terme. Donc voilà, il faut prendre un petit peu le temps au départ, mais on peut vous expliquer tout ça. On va vous passer un premier vernis, on va dire, avec cette présentation aujourd'hui, qui fait que 45 minutes. Mais on pourra discuter un peu plus après. Rapidement, hein, techniquement, le photovoltaïque, ça ressemble à ça. Si on part sur les modules photovoltaïques, l'idée, c'est plus vous donner des références. Aujourd'hui, une unité de puissance, c'est à peu près 4,5 mètres carrés de photovoltaïque. Donc, vous avez un bâtiment, ça vous permet de savoir à peu près quelle puissance vous pouvez avoir dessus. Voilà, avoir à l'esprit qu'un 100 kg, c'est à peu près 450 mètres carrés. On est sur du matériel qui a une durée de vie de 30 ans, peut-être demain 40 ans avec l'évolution des technologies. Donc, c'était vraiment des projets à long cours. On a des garanties matérielles très longues, ce qui en transparence montre une certaine fiabilité, avec des garanties de performance aussi qui sont couvertes par une réglementation européenne et même des réglementations locales parfois, avec une production qui est quand même de 80% au bout de 20 ans de production, ce qui est quand même pas mal en termes de longévité. Ces modules, voilà, on voit, il y en a un juste à côté là. On voit des modèles très classiques, mais avec l'arrivée de l'agrivoltaïsme, on a des modèles qui sont de plus en plus particuliers, ajourés, avec des cellules plus petites et des choses comme ça. Ça va nous permettre de penser un petit peu différemment le photovoltaïque, à la fois sur bâtiment, mais bien sûr principalement sur l'agrivoltaïsme. Autre gros élément d'une centrale photovoltaïque, c'est l'onduleur, celui qui va convertir l'énergie courant continu, courant alternatif pour l'envoyer au réseau. C'est la partie sensible de la centrale, c'est la partie la plus fragile de la centrale et c'est la partie qui génère en général le plus d'inquiétude sur une centrale photovoltaïque, qui est à la fois pour les questions en élevage d'électromagnétisme beaucoup. Voilà, il y a des recommandations de l'IDEL notamment de mettre à distance cette partie-là de la centrale des premiers animaux, voilà, pour des inquiétudes d'électromagnétisme et courants parasites. Je vous passe ces éléments rapidement et après, en fin
en bout de centrale, vous avez ce qu'on appelle le point de livraison, matérialisé par des Linky assez classiquement. C'est là qu'est injectée l'énergie dans le réseau ou qu'elle revient dans le réseau de l'exploitation pour l'autoconso. Cette partie raccordement, le raccordement au réseau, ça a un coût, on vous en reparle un petit peu après, mais sachez que l'État quand même en prend en charge 60% du coût total. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu des solutions qui sont possibles sur vos fermes pour investir dans du photovoltaïque. La première solution et celle qu'on privilégiera, qu'on vous recommandera en tant que chambre d'agriculture, c'est celle où vous investissez seul dans l'exploitation, parce que tout simplement, la plus-value des gains photovoltaïques revient à l'exploitant. Donc voilà, nous, en tant que chambre d'agriculture, on vous recommandera de passer par cette solution. Seconde solution, c'est vous mettez à disposition votre toiture, donc vous louez votre toiture à un investisseur privé. Donc vous êtes relié avec cet investisseur par un bail d'à peu près 30 ans, en échange duquel vous avez le versement d'une soulte ou alors un loyer annuel. Loyer qui va varier selon l'état de votre toiture, selon la surface disponible et aussi potentiellement selon la distance au raccordement. Cette solution, elle est intéressante parce que vous n'avez pas de préoccupation à avoir sur le fonctionnement de la centrale. À l'inverse, par contre, vous avez un acteur externe sur un bien personnel et potentiellement, vous avez un surcoût assurantiel à penser sur le bâtiment agricole. Et potentiellement, quand le raccordement est assez éloigné, vous participez aux frais de raccordement. Troisième solution, c'est celle où vous mettez à disposition votre terrain à un investisseur. Donc de la même façon que précédemment, vous êtes relié par un bail amphithéotique ou un bail à construction avec cet investisseur privé qui va construire un bâtiment sur votre terrain qui sera équipé d'une centrale photovoltaïque. Donc ça peut être intéressant parce que vous avez un bâtiment à moindre frais, mais de la même façon, vous avez sur votre bien personnel la dépendance d'un acteur externe. Vous avez des bâtiments qui sont souvent standards, qui sont non modifiables et potentiellement des frais de raccordement. Sur ces deux solutions, on vous recommande de faire vérifier les baux pour les clauses d'utilisation avec un juriste ou avec votre centre de gestion. Maintenant, je vais passer sur tout un tas de recommandations qu'on peut vous faire en tant que chambre d'agriculture. Première recommandation pour que votre projet soit le meilleur possible, que vous soyez investisseur ou qu'alors un investisseur investisse chez vous, on va chercher à avoir le meilleur productible possible. Le productible, c'est tout simplement une valeur qui représente l'énergie qui va être produite par votre centrale. En premier lieu, le productible, il sera variable selon votre localisation en France. Plus vous êtes au sud, plus votre centrale va produire, c'est assez logique. Après, il va être variable de l'orientation de vos toitures. Nous, dans nos départements, on a des productibles qui sont très bons pour le sud, là-dessus pas de problème. On a aussi des orientations est-ouest qui sont possibles pour le photovoltaïque. Le nord, par contre, on est dans un département du centre où le nord est encore... À part vers Montpellier, c'est compliqué de mettre du photovoltaïque au nord seul. Ce productible va varier aussi selon la pente de votre toiture et va varier selon les ombres portées sur votre centrale. Que ces ombres soient proches, donc par exemple un fil électrique ou un silo, ça pourra entacher une partie de la production de votre centrale photovoltaïque. Et on pense aussi aux ombres lointaines, surtout dans nos régions de montagne où on a potentiellement des collines ou des montagnes. Et la valeur du productible avec les ombres lointaines est bien vérifiée dans le cas de Saint-Étienne, où la ville, en termes de latitude, est au même niveau potentiellement que le Puy-en-Velay, et a un productible qui est bien plus bas dû à toutes les collines qui sont autour de Saint-Étienne. Ensuite, point d'attention, la surface disponible. C'est ce qui va vraiment conditionner une grande partie de l'intérêt de votre projet. Et de cette surface disponible va découler une puissance qui sera installable sur votre centrale. Dans le cas de l'autoconsommation, on n'est pas forcément à la recherche de la plus grande surface disponible possible, on n'est pas forcément à la recherche de la plus grande puissance, parce qu'on va chercher à autoconsommer une grande partie de son électricité. Par contre, quand on est dans le cas de la vente totale, on va préférer une surface de toiture de minimum 500 m², ce qui va représenter 100 kW crête, ce qui va permettre de diluer plus facilement les charges de la centrale.
Autre point d'attention, la capacité d'accueil du bâtiment. Donc là-dedans, on englobe la couverture, la charpente. La couverture, tout d'abord, préférentiellement, les installateurs aujourd'hui poseront sur bac acier. On voit beaucoup moins d'installateurs qui posent sur fibro. Quand il y a de l'amiante, on n'en parle pas, c'est pas possible. Et sur tuile, c'est très peu répandu. Ils posent principalement sur fibro, sur bac acier parce que c'est plus simple et aussi parce que le bac acier est beaucoup plus léger. Donc, sur la charpente, qui devra supporter 15 à 20 kg en plus par mètre carré, ça pose quand même moins de soucis à l'avenir. En parlant de la charpente, les installateurs vous demanderont une attestation de charge donc pour pouvoir installer vos panneaux sur le bâtiment. Si votre constructeur, enfin le constructeur de votre bâtiment est encore en activité, on vous conseille de prendre contact avec lui si le bâtiment n'est pas très vieux et potentiellement il pourra vous faire cette attestation de charge. A l'inverse, si le constructeur n'est plus en activité ou que c'est vous qui avez construit votre bâtiment, vous devrez faire appel à un bureau d'études qui vous fera une étude structure. Donc le coût d'un bureau d'études plus potentiellement des coûts de renfort de charpente. Le coût de raccordement, autre variable dans un projet photovoltaïque. Le réseau, aujourd'hui, le réseau de distribution de l'électricité français n'a pas été fait pour injecter de l'électricité depuis les campagnes. Il a été fait plutôt de façon descendante. Donc aujourd'hui, le réseau n'est pas dimensionné, n'est pas fait pour injecter autant d'électricité, ce qui peut potentiellement, sur des projets de grosse puissance, impacter le coût total du raccordement. Donc attention, quand vous êtes sur une puissance importante, c'est une variable à prendre en compte qui peut potentiellement affecter la rentabilité d'un projet. Après, on a le choix du matériel que vous allez installer sur votre toiture. Comme l'a dit Enzo tout à l'heure, les panneaux photovoltaïques aujourd'hui ont une qualité qui est assez intéressante. Les garanties de performance, etc. sont plutôt bonnes. Ça fait que c'est un matériel plutôt fiable. Pour les onduleurs, il y a un petit peu plus de disparité. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous conseille, c'est de trouver un équilibre entre garantie fabricant, garantie performance et le rapport qualité-prix du matériel que vous allez utiliser. Petit point d'attention, les panneaux, les onduleurs doivent respecter des normes pour pouvoir bénéficier du tarif d'achat qui est garanti par EDF. Donc, raison de plus pour faire attention aux panneaux qu'on achète. Ensuite, le choix de l'installateur. Pour ça, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est de contacter les acteurs de votre projet, de vous renseigner auprès d'eux, donc que ce soit vos banques, vos assurances ou encore les chambres d'agriculture, qui ont, via leur expertise de retour terrain, pourront vous donner des contacts et pourront vous aiguiller. Ensuite, quand vous allez débuter votre projet photovoltaïque, il faut que vous pensiez à l'avenir et potentiellement le portage juridique de votre projet, le portage fiscal, enfin l'impact sur votre fiscalité. Que vous soyez en GAEC, en ERL, en GFA, que vous soyez en individuel ou que vous vouliez créer une société pour le photovoltaïque, aujourd'hui, c'est une activité qui est très ouverte sur le monde agricole, donc il existe beaucoup de compromis à trouver. Pour ça, on vous conseille de contacter votre centre de gestion qui saura très bien vous aiguiller également. L'assurance de la centrale. Les centrales, aujourd'hui, il faut absolument que vous contactiez votre assurance en amont de votre projet, en amont de signer les devis, parce que l'assurance va vous donner une idée du coût que vous devrez annuellement. Elle peut vous donner aussi une idée des garanties. Et surtout, elle pourra vous demander de mettre en place des mesures de prévention, donc comme par exemple une distance entre les bâtiments ou alors une distance minimale sous la toiture. Sans ça, si vous ne mettez pas en œuvre certaines mesures de prévention, certaines assurances refuseront d'assurer votre centrale photovoltaïque. Et enfin, certainement le plus important, c'est la nécessité agricole. Aujourd'hui, quand vous faites un bâtiment quand vous créez un nouveau bâtiment, adaptez en priorité votre bâtiment à vos besoins. Pour des questions d'ambiance, pour des questions de condensation, il faut que votre bâtiment soit adapté pour vous. De toute façon, dans le cas d'un nouveau bâtiment avec du photovoltaïque, vous aurez besoin d'un permis de construire et ce permis de construire devra justifier de la nécessité agricole. On va parler un petit peu plus économique, un petit peu plus chiffres. Ce graphique, il vous présente le prix d'une centrale, donc en euros par watt crête, selon la puissance que vous allez installer. En bas, vous allez trouver donc des unités de puissance avec leurs équivalences en mètres carrés. On remarque que sur les centrales de petite puissance, donc de 9 kW crête à 36 à peu près, on a un très gros effet d'échelle. Pour une centrale de 9 kW crête, on est à peu près sur du 20 000 €.
Pour du 36 kW crête, on est à peu près pour du 40 000 euros. Et pour 100, on se retrouve sur du 80 000 euros. Donc en fait, plus vous allez augmenter en termes de puissance votre centrale, plus vous allez amortir tout ce qui est coût de raccordement, dilution des charges, etc. D'où l'intérêt tout à l'heure quand je vous parlais de privilégier une centrale de minimum 100 kW crête. On a parlé d'éléments techniques, on a parlé de combien ça coûte. Maintenant, on va parler de combien ça rapporte. Les kilowattheures qui sont produits sont achetés, en l'occurrence, par EDF obligation d'achat, au travers d'une législation, hein, l'arrêté S21, voilà, qui fixe ces conditions d'achat pour le bâtiment, hangar et ombrière. Sur d'autres centrales, ça sera d'autres arrêtés. Ce contrat d'achat, il dit que les kilowattheures que vous allez produire seront rachetés pendant 20 ans à un tarif fixé au moment où vous commencez le projet. Ce tarif, il évolue trimestriellement en fonction de divers facteurs de production. Et je vais vous les donner tout de suite après. Cet arrêté S21, il laisse plusieurs solutions pour un porteur de projet photovoltaïque, soit de faire ce qu'on appelle la vente totale, on l'a un petit peu déjà dit dans la présentation. La vente totale, c'est tout simplement, vous produisez de l'énergie, vous revendez tout au réseau. La deuxième solution, c'est l'autoconsommation avec vente de surplus. Vous produisez, vous consommez directement sur l'exploitation ce que vous pouvez, et le reste est vendu à EDF toujours, pour un prix un peu moins bon, vous verrez après. La troisième option qui existe dans cet arrêté, c'est l'autoconsommation totale. Donc ici, vous autoconsommez tout ce que vous pouvez et le reste est perdu. C'est une solution qu'on vous déconseille fortement. Sur les deux premières, vente totale et autoconsommation avec vente de surplus, vous avez la possibilité de basculer 2 fois de l'un à l'autre depuis l'arrêté S21. Vous allez voir que par rapport à l'autoconsommation vente de surplus, il peut arriver qu'on fasse une petite erreur de calcul et ça peut être intéressant de pouvoir rebasculer dans l'autre sens. Première solution, la plus simple, je vends en totalité mon électricité. Voilà, vous produisez, vous vendez, c'est assez simple, calcul de rentabilité à faire, hein, le chiffre d'affaires. Le prix d'achat de la production est garanti sur 20 ans, ce qui est quand même très confortable. C'est un investissement qui va pouvoir se payer tout seul. Donc normalement, vous n'impacterez pas la ferme lors de l'investissement. Ça générera de l'endettement quand même, mais il n'y aura pas, normalement, s'il est bien conçu, il n'y aura pas d'argent de l'exploitation qui devra aller sur le photovoltaïque. On évoquait tout à l'heure les tailles de centrales. Dans les petites puissances, les tailles intermédiaires en vente totale ne sont pas très intéressantes et les petites puissances sont moins intéressantes. Attention, dans cette modalité, on est sur des grosses puissances, on vous a dit le raccordement c'est quelque chose de complexe chez nous, donc le coût de raccordement a un peu une vie ou une mort sur les projets, quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce système-là, il fonctionne sur la quasi-totalité des exploitations à partir du moment où vous avez un bâtiment avec une surface quand même intéressante. Là, vous avez le tableau avec les prix des derniers trimestres. Suite à un peu la crise énergétique qu'on a vécue fin 2022, les tarifs ont augmenté. Il y a eu une décision d'État pour que la filière photovoltaïque soit un petit peu améliorée. Et donc, vous voyez, ça a tendance à monter. On reste néanmoins dans une période de flou sur ces tarifs-là. Pour l'instant, ça augmente. On va voir comment ça va se dérouler, sachant que là, comme vous voyez sur le tableau, on arrête le tableau au 31 juillet 2023. Pour la raison simple, c'est qu'on n'a pas les tarifs d'après. Voilà, l'État est encore en train de, je pense, travailler la grille tarifaire et on verra bien ce que ça donnera. Voilà. Ce que montre ce tableau quand même, c'est que l'État est attentif à ce que la filière photovoltaïque se maintienne à un bon niveau. Donc on peut garder encore confiance sur avoir des tarifs corrects. L'autre solution dont je vous parlais et qu'on va découper en 2 parties, l'autoconsommation avec vente de surplus. On a une partie inférieure à 100 kg qui se régit un peu différemment que la version supérieure. L'avantage de l'autoconso, bien sûr, c'est de fixer son prix de l'électricité par rapport au prix de sa centrale et ses charges. Encore une fois, c'est un prix d'achat du surplus cette fois, mais qui est garanti par l'État sur 20 ans. Par contre, dans cette situation-là, il faut bien dimensionner sa centrale. Le prix d'achat, vous allez voir après, le prix d'achat est plus faible qu'en vente totale et n'est pas rentable à lui seul.
Donc il va falloir vraiment jouer sur l'autoconsommation pour être rentable ici. Et très clairement, ce n'est pas économiquement intéressant pour tout le monde. C'est une solution qu'il va falloir privilégier sur des exploitations qui ont des grosses consommations d'électricité. Ici, vous avez donc les tarifs. Pour la vente du surplus, du coup, vous voyez par exemple, les tranches d'au-dessus étaient à entre 20 et 12 centimes jusqu'à 100 kg. Et là, on se retrouve à 13 et 8 centimes. Avec ces tarifs-là, on est à l'équilibre tout juste, mais on ne dégage pas de rentabilité. C'est la différence entre votre prix de revient et le prix de l'électricité. Je vous l'ai remis en bas. Le tarif réglementé actuel aujourd'hui est à 22 centimes et quelques. C'est la différence avec le prix de la production qui va faire la réelle rentabilité de la centrale. Pour aider un petit peu à l'économie de ces projets, il y a la prime à l'investissement, voilà, qui est une prime versée en fonction de la puissance installée au début du projet. Pour ces projets d'autoconsommation, typiquement, il faut être dans le cas qu'on a à gauche, c'est-à-dire une production qui est bien en face de la consommation, de manière à avoir le moins de surplus possible revendu. Donc, c'est-à-dire dans des conditions où on a une consommation plutôt en journée, plutôt en milieu d'année, quand il y a du soleil, tout simplement. Avec une consommation talon qui est constante. C'est des choses qu'on va retrouver plus facilement dans les élevages qui ont des robots de trait, toutes les exploitations qui ont des ateliers de transformation, des choses comme ça. Un moyen évidemment, le graphique que vous avez à droite, c'est typiquement une situation qu'on a dans les exploitations d'élevage laitières qui n'ont pas de transformation, par exemple, ou de robots, où on a un pic de consommation sur les traites et plus rien au milieu de journée, donc tout ça en va au réseau à un prix pas terrible. Pour connaître un petit peu ces éléments de consommation sur votre exploitation, vous pouvez activer l'enregistrement de ces données de consommation sur le site d'Enedis. Créer un compte et activer ces données. Ça vous permettra de voir à peu près vos consommations. Et demain, si vous voulez faire un projet d'autoconsommation, voir plus facilement où sont, si vous arriverez à éponger la production. L'autre partie de l'autoconsommation, vente de surplus en plus de 100 kg. Ici, le tarif d'achat du surplus est le même que celui de la vente totale. Donc ça paraît super joli. Le prix est toujours garanti par 20 ans, pendant 20 ans par l'État, toujours pareil. Ici, il y a moins de recherche d'optimisation puisque le tarif du surplus est intéressant. Par contre, et c'est quand même important, pour être éligible à ce type de projet, il faut être sur des compteurs jaunes, ou C4, ou des compteurs verts, ou C3, c'est-à-dire des compteurs de consommation qui sont au-delà des 42 kVA. Ce n'est pas la majorité des exploitations qui sont là-dessus. On le met en pouce négatif parce que ces contrats C4 et C3, jaune et vert, sont des contrats qui sont sur le tarif, sur le marché public d'électricité. Vous avez peut-être rapidement vu dans l'introduction la courbe des prix de l'électricité sur la période 2022, où on est monté à près de 70 centimes du kilowattheure dans certains cas. Être soumis au marché public d'électricité, ça peut être un petit peu dangereux. Donc aujourd'hui, on recommande aux exploitations qui sont au tarif bleu, C5, de garder ce tarif et d'aller plutôt vers une autoconsommation bien conçue de petite puissance que plutôt sur ces projets-là. Par contre, si votre exploitation est déjà dans le cas d'un tarif jaune, d'un tarif vert c'est beaucoup plus rare, mais d'un tarif jaune, alors c'est très clairement le plus beau projet que vous pourrez faire en photovoltaïque. On a donné un peu ce vernis sur le photovoltaïque bâtiment. Tous ces conseils-là, vous pouvez les retrouver au travers de documents qu'on a rédigés au niveau des chambres d'Auvergne-Rhône-Alpes, le flyer photovoltaïque et le guide, dont la nouvelle version 2023 est en cours de finalisation. Évidemment, les chambres vous accompagnent sur le développement de vos projets. Et nous organisons assez régulièrement des formations sur le sujet. On va continuer en parlant un petit peu d'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme, c'est un terme c'est un nouveau terme depuis le 10 mars 2023, donc depuis la promulgation de la loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable, la loi dite APER. Aujourd'hui, on est tous en attente des décrets d'application de cette loi qui sont en cours d'écriture et qui devraient être publiés en fin d'année. Cette loi, elle a permis de donner une définition de l'agrivoltaïsme, mais elle a aussi permis de donner une distinction entre l'agrivoltaïsme et le photovoltaïque au sol. Par définition, l'agrivoltaïsme, c'est une installation qui doit contribuer durablement à l'installation, au maintien et au développement de l'activité agricole par différents services qui doivent être rendus par l'agrivoltaïsme, par la mise en place de panneaux photovoltaïques sur terre agricole. Donc,
Ça peut être l'amélioration du potentiel de l'impact agronomique, l'adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas, l'amélioration du bien-être animal. La mise en place d'une centrale agrivoltaïque sur une terre agricole doit permettre de garantir une production agricole qui soit significative et un revenu agricole durable pour l'exploitant. Le photovoltaïque au sol, c'est la mise en place d'une centrale photovoltaïque qui donne une atteinte à un ou plusieurs de ces services. C'est une centrale qui ne permet pas l'activité agricole, qui est sur une terre dont l'activité agricole n'est pas réversible. Donc, quels sont les parcellaires qui vont être concernés par ce type de projet de photovoltaïque au sol? C'est les terres qu'on appelle incultes, donc des terres qui ont une complexité extrême pour l'activité agricole, que ce soit d'un point de vue climatique ou topologique, des sites pollués et des sites qui seront identifiés dans un document cadre, un document qui nous est demandé de faire sur proposition des chambres d'agriculture. Les communautés de communes, les communes ont aussi un zonage à faire en complément de ce document cadre où elles vont devoir nommer des zones d'accélération des énergies renouvelables. Par ce biais, les communes vont pouvoir identifier sur le PLU des zones qu'elles vont donner comme favorables à l'implantation de parcs solaires, d'éoliennes, etc. Ensuite, il y aura une décision en préfecture entre le document cadre et ces zones d'accélération, ce zonage, pour statuer sur quelles zones seront compatibles avec le photovoltaïque au sol. Ensuite, cette loi, elle donne un rôle très important aux CDPENAF. Les CDPENAF, ce sont les comités départementaux de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, dans lesquels siègent les chambres d'agriculture. Et chaque projet photovoltaïque, que ce soit de l'agrivoltaïsme ou du photovoltaïque au sol, passera en CDPENAF. Ce qui est très important pour nous, c'est que pour les projets d'agrivoltaïsme, la CDPENAF aura un rôle très important parce que pour qu'un projet puisse voir le jour, il devra avoir un avis conforme de la CDPENAF. Ce sera la même chose pour tout projet qui sera hors zone d'accélération ou hors zone décrit dans un document cadre. A l'inverse, un avis simple sera seulement demandé sur tous les projets que nous aurons identifiés dans un document cadre ou en zone d'accélération par les communes. Ça sont les éléments législatifs et à partir de ces éléments-là, les chambres d'agriculture ont établi un positionnement. Donc, comme vous le remarquerez, celui-ci date de mars 2022. Ça permet ainsi de voir l'esprit des chambres quand on a découvert le sujet agrivoltaïsme au travers différents points. Donc, à la fois des acteurs, le monde agricole, acteur de ces développements de projets. Donc, pour voir passer les projets de manière réfléchie et collective au travers de groupes institutionnels. C'est des choses qui sont développées dans pas mal de départements au travers des comités départementaux, photovoltaïque, ENR. Il y avait aussi sur la méta dans certains cas, la méthanisation. C'était aussi important pour nous que les projets au sol, de manière globale, passent en CDPENAF avec un avis conforme, qui soit systématique. Là-dessus, la loi nous a donné des premières billes intéressantes grâce à ces avis sur l'agrivoltaïsme. Les zones d'accélération soumises à avis simple seulement, nous allaient un petit peu moins. Et il y avait une volonté que soient mis en place des observatoires sur les territoires, des observatoires de la production d'énergie renouvelable, pour voir où on est des objectifs et de savoir quelle proaction on doit avoir en suivant. Deuxième grand point, c'était d'appliquer un triptyque assez appliqué quand on parle parcellaire agricole. C'est l'esprit éviter, réduire, compenser, avec une idée première qui était d'éviter au maximum de voir des centrales photovoltaïques sur du parcellaire agricole. C'était pas encore écrit dans la loi, mais il y avait une profonde volonté des chambres que soit bien fait une différence en ce qu'on appelle le photovoltaïque au sol, ou ce que la loi va donner comme photovoltaïque compatible, et l'agrivoltaïsme. On voulait que l'agrivoltaïsme soit vraiment quelque chose pensé avec un service à la production agricole. Donc la loi nous soutient de ce côté-là. Et une des volontés qui était affichée dans le document que vous voyez là, c'était que dans le cas où on n'arrive pas à prouver ou qu'on n'arrive plus dans le temps à prouver cette compatibilité avec l'activité agricole, alors la centrale photovoltaïque devait être retirée. Donc ça aussi, la loi nous a conforté dans cette position. Élément très très important, hier, en 2021-2022 et encore aujourd'hui, un gros problème pour nous, Chambre d'agriculture, c'est qu'on manque encore de références, de retours d'expérience sur la production agricole sous panneau, tout simplement.
Donc, on souhaite, et encore aujourd'hui, que les projets qui se développent soient systématiquement accompagnés de suivi, ou voilà, qu'on puisse caractériser l'effet de la présence du photovoltaïque sur le parcellaire qui est en dessous. En quatrième point, pour les chambres d'agriculture, le photovoltaïsme, c'était principalement celui sur toiture en priorité, et après on allait voir sur d'autres parcellaires. Enfin, la volonté des chambres, c'était de voir aussi le potentiel hors du monde agricole, et dans un deuxième temps de répertorier proprement les parcellaires agricoles qui sont vraiment devenus non productifs et qu'on pourrait éventuellement mobiliser pour du photovoltaïque, en étant très très prudent sur ce répertoire et les critères utilisés. À partir de ce positionnement, qui était donc le positionnement des chambres départementales d'Auvergne-Rhône-Alpes, il y a certaines chambres départementales, alors je vous ai mis aussi l'Hérault, mais il y a certaines chambres départementales à droite à gauche en France qui ont pris des positionnements locaux, souvent en lien avec leur DDT, des fois avec les collectivités, pour affiner, on va dire, les critères d'acceptabilité des projets en CDP-NAF. Donc ça passe par différentes choses. Ouais, vous voyez un petit peu là sur le côté, taux de couverture, si c'est avec des trackers ou des choses comme ça. Voilà, pour affiner la décision et aider à la décision sur la sélection des projets en CDP-NAF, toujours pareil. Évidemment, ces avis, ces positionnements, la majorité ont été pris avant mars 2023, donc avant la loi. Évidemment, c'est des choses qui vont bouger à la promulgation des décrets. On a déjà des travaux en cours sur des versions brouillons, on va dire, de ces décrets, mais évidemment, une fois que ça sera publié, on saura beaucoup plus facilement vous dire ce que les chambres en pensent. En tant que porteur de projet, agriculteur ou développeur, porteur de projet photovoltaïque au sol, j'englobe de manière générale. L'idée pour nous, les chambres, c'est de pouvoir accompagner les projets, autant que faire se peut. On n'est pas complètement à côté en se disant qu'on ne veut pas de photovoltaïque sur agricole, que débrouillez-vous à côté. On sait qu'on a aussi de gros objectifs en matière d'énergie, et si le monde agricole peut participer, on l'a déjà fait par avant, on peut continuer à le faire. L'idée, c'est que sur ces projets, on puisse les connaître, les comprendre bien en amont du passage en CDP-NAF, puisque c'est la barrière à passer, de manière à ce qu'on puisse assurer un petit peu de la qualité du projet agricole. Encore une fois, pour nous, aujourd'hui, il est très important qu'il y ait un suivi agricole qui soit réalisé, et on doit, à notre sens, savoir s'il est pertinent dans les modalités que, en tant que porteur de projet, vous le définissez. Il y a déjà des suivis qui sont faits à droite, à gauche, soit par les chambres, soit par des organismes avec lesquels on est plutôt proche, voilà, qui nous permet de remonter de la donnée. Et je pense que c'est l'objectif d'aujourd'hui, enfin l'objectif d'aujourd'hui sur l'agrivoltaïsme, c'est de générer encore de l'information sur l'impact du photovoltaïque sur le monde agricole. L'idée de tout ça, quand même, encore une fois, c'est pour faire aboutir les projets, c'est-à-dire que quand il va falloir passer en CDP-NAF, qu'on soit sûr de ne pas y aller pour rien. Qu'on soit sûr que les projets puissent être validés, quoi. Plus concrètement, du côté des services, où vous êtes porteur de projet, où est-ce que vous vous adressez? Dans les différentes chambres départementales, ça fonctionne à peu près pareil. Soit le conseiller énergie, comme nous, soit les conseillers urbanisme, soit des conseillers de territoire. Pour les suivis agricoles, c'est des choses qu'on va être en mesure de faire en interne, ou alors c'est des choses qu'on va aller travailler avec des partenaires habituels, Arvalis, Lidl, INRAE, avec qui on travaille sur plein d'autres sujets. Vous avez ici la carte des différents contacts selon les départements. On est sur le stand de la Chambre d'agriculture au hall 1, donc si vous avez encore des questions plus en détail. Et puis on a tout un tas de documents sur ce qu'on peut vous proposer. Je vous remercie. Merci.